Bonjour, c'est encore une fois avec vous Nizar Ben Hassan. Euh, on commence maintenant une première partie concernant l'islam politique pour aborder l'école ou les deux formations importantes qu'on appelle entre guillemets l'islam politique réformiste. C'est-à-dire, ce sont les deux écoles qui sont les frères musulmans créés en Égypte et le parti de libération, ce qu'on appelle Hezb al-Tahrir, qui a été créé en Jordanie. Ces deux formations ont eu dans l'histoire du 20e, deuxième partie du 20e siècle et jusqu'à présent une influence importante dans la question de l'islam politique. Avant d'aborder ces deux grandes formations de l'islam politique réformateur ou réformiste, entre guillemets, il faut faire quelques réflexions de méthodologie. Puisque je considère que ces vidéos sont destinées à la jeunesse et aux jeunes, je les conseille d'abord de ne pas se contenter des informations données dans les médias francophones. Les francophones, généralement, n'ont pas une connaissance affinée de ces questions et ils abordent des traductions qui sont faites beaucoup plus rigoureusement dans le monde anglo-saxon et dans le monde germanique. Les francophones souffrent d'une insuffisance de connaissance de la langue arabe, de l'histoire du monde arabe, du monde musulman, et ils se contentent de mijoter et reformuler des pensées qui viennent soit d'Allemands, d'Anglais, d'Américains, mais il n'y a pas en France, malheureusement, une compétence philosophique et intellectuelle qui aborde la question islamique de la source. C'est-à-dire, on n'a pas de grands islamologues ou historiens qui soient dédiés à la langue arabe dans sa finesse. Les quelques zozos des disciplines sociologie, histoire et philosophie ne maîtrisent absolument pas l'arabe et quand ils parlent, c'est un médiocre arabe qu'ils parlent et ils ne connaissent pas les finesses de la langue arabe et de son histoire. C'est pour cela que j'invite la jeunesse francophone à se retourner vers d'autres sources d'informations sur le plan international. Il y a sur Internet une panoplie formidable, anglophone, saxophone, saxonne, pas saxophone, saxonne, c'est-à-dire américaine, anglaise, et parfois il y a des traducteurs qui sont d'origine arabe, qui sont assez de bonne qualité. Donc, je les invite pour avoir une sorte de recoupement, pour vérifier les informations, de revenir à des sources qui ne sont pas strictement francophones. Donc, ça, c'est un point très important. Autre chose et qui est d'une importance capitale dans toute recherche de forger une opinion, il faut toujours aller à la source. Et donc, quand on parle d'un groupement, d'une pensée, d'un mouvement, il faut revenir à ses fondateurs, aux pères fondateurs, à ceux qui l'ont initié, à ceux qui l'ont mis en place et à ceux qui l'ont créé, pour comprendre un tout petit peu la naissance, le cheminement et l'évolution de ces mouvements. Juste, j'ai voulu profiter parce que sur Hezb al-Tahrir, ou ce qu'on appelle le Parti de libération qui est né en Jordanie, ce parti, il est essentiellement un parti qui, dans ses écrits, dans son évolution, dans sa genèse, dans l'explication du monde, il aborde la question de la théorie du complot. Et là, je profite pour mettre un point définitif à cette question très importante. J'alerte la jeunesse francophone que la question de la conspiration et la théorie de conspiration, elle est très importante. D'abord, c'est une théorie qui met les gens qu'on prétend défendre dans des positions de victimes, c'est-à-dire ce sont des objets de l'histoire et non pas des acteurs, et c'est un point très négatif, de telle sorte qu'on est toujours manipulé, on est toujours l'objet de détournements, de désinformation, et le monde n'est pas tel qu'on le voit, on n'a pas la main sur les événements. Ça, c'est un point très négatif.
Primo. Secondo, la théorie de la conspiration, elle aborde les questions d'une manière parcellaire et elle cache la réalité du phénomène dans sa globalité. Ceux qui connaissent l'histoire et ceux qui ont une approche globale des choses savent que, par exemple, je suis un tout petit peu, puisqu'on est en France et qu'on va aborder la question qui a un lien avec deux grands théoriciens de la conspiration, qui est Alain Soral, pour ne pas le nommer, et son acolyte ou son comparse idéologique qui est Dieudonné. Leur thèse de conspiration induit beaucoup de jeunes en erreur. Pourquoi? Parce que bien que sur le constat, il y a quelques éléments de vérité, c'est-à-dire que l'impact ou l'influence de tel ou tel lobby, et on parle bien du lobby sioniste et la présence impérialiste américaine, ça c'est vrai. Mais ce qu'il y a, c'est que dans cette présentation, ils occultent toute la part et la responsabilité des autres qui sont aussi pourris, aussi conspirateurs et aussi complices dans ces phénomènes un tout petit peu de pouvoir et de partage de gâteaux. Quand on parle du complot sioniste et américain, comme on dit, on occulte le fait que ceux qui essaient de profiter de la situation sur le plan mondial et ceux qui essayent un tout petit peu de vampiriser les nations et de piller les peuples et de faire de la casse sociale un peu partout dans le monde, ce ne sont pas que des Juifs et des Américains. Ce sont malheureusement l'ensemble des riches de ce monde. Ce sont des Japonais, ce sont des Mexicains, ce sont des Arabes du Golfe, ce sont des Brésiliens, ce sont des Chinois, ce sont des Vietnamiens, quelques, bien sûr, minorités de ces populations qui profitent de la situation internationale et qui vampirisent. Donc la théorie du complot n'est pas satisfaisante dans ce sens-là, au sens où elle n'est que le sommet de l'iceberg, et elle nous cache la réalité et elle ne décrit pas les phénomènes d'une manière objective. Et elle nous déroute dans notre analyse. C'est-à-dire, elle nous présente un ennemi qui n'est pas celui qui est réellement, mais peut-être une partie. Peut-être qu'on peut mettre en accusation la politique étrangère américaine, et cela est légitime, tout à fait fondé dans l'histoire, et on l'a vu à plusieurs reprises. Les Américains, ils ont toujours usé de la force et de leur impérialisme, leur puissance économique et militaire pour régler un certain nombre de problèmes. Et on sait par conséquent l'attachement qu'il y a entre l'Europe, l'Amérique et Israël, vu que la présence et la création d'Israël est une culpabilisation continuelle de la responsabilité des Européens dans les génocides des Juifs après la Deuxième Guerre mondiale. Et l'Amérique, elle essaie un tout petit peu d'apporter cette complicité ou cette alliance organique avec l'État d'Israël pour ne pas se tromper dans cette histoire. Le but américain n'est pas réellement de soutenir une communauté ou quoi que ce soit, non, mais de conserver des intérêts qui sont stratégiques et économiques et militaires. Donc la question, elle est purement politique et elle n'est pas, comme on essaie de nous la présenter, religieuse ou idéologique. Le monde américain ne connaît pas l'idéologie, il connaît que les intérêts et le profit matériel, c'est-à-dire là où il y a le gain, là où il n'y a pas de la richesse qui provient de l'exploitation des uns et des autres, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'idéologie là-dessous. Donc pour clarifier les choses. Entre autres, un autre point important pour ce qui est de Soral et Dieudonné, malheureusement, on voit que ce sont des gens qui utilisent cette méthode comme un fonds de commerce. Et un fonds de commerce, je désigne bien un fonds de commerce, c'est-à-dire qu'ils ont des prétentions pécuniaires, c'est-à-dire qu'ils sont en faire de la marchandise. Eux-mêmes qui combattent entre guillemets la prostitution intellectuelle, ce sont des prostituées, des beaux prostituées, mais de la pire espèce.
Pourquoi? Parce que quelqu'un comme Dieudonné qui prétend défendre la cause des pauvres, des gens qui sont laissés pour compte, les gens qui sont fragiles, les gens qui sont non, les sans-voix, il est en train de s'enrichir, il est en train de gagner beaucoup d'argent là-dessus, et ce n'est pas correct de la part de quelqu'un qui, à la limite, porte le drapeau de ceux qui sont les dépossédés, les dépravés, les laissés pour compte et les pauvres. Donc, malheureusement, ce n'est pas une bonne méthode. Et la finalité, entre deux mots, pour ne pas trop sortir de notre balisage habituel concernant l'islam politique, Alain Soral, son idéologie est la pire des idéologies. Cette réconciliation nationale qu'il prétend, le fait de faire une alliance entre les Maghrébos et les Afro français avec un tout petit peu les Gaulois modestes de la France. Cette alliance, l'un de ses slogans, il faut se souvenir, il faut revenir pour le voir, c'est la droite des valeurs et la gauche du travail. C'est-à-dire que pour lui, ceux qui pensent et ceux qui sont dans l'intelligence et ce qui est intelligible et valorisant, ils restent toujours gaulois, ils restent toujours, la droite, elle vient du fin fond de la royauté, elle est le prolongement de l'aristocratie et le porte-drapeau de l'Église qui a été défaite par la Révolution et qui se réduit, mais qui reste toujours influente, malheureusement. Et l'aristocratie qui est le porte-drapeau de la continuité de toute la chaîne royale française pour ancrer et concrétiser les valeurs, le mode de vie, la philosophie, la culture, et prolonger un tout petit peu la pureté du mode de vie français. Qu'est-ce qui reste à l'autre partie? C'est, comme on dit, le chair à canon, c'est les forces de travail, ceux qui exécutent, ceux qui réalisent les projets de ces charmants messieurs qui pensent pour eux et qui réalisent les projets et la construction intellectuelle que leur présente leurs associés autochtones bien sûr, qui sont sur place et qui leur proposent ce sauvetage au nom de la lutte des nations pour survivre et je ne sais pas, etc. Et tout. Donc, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, mais j'ai voulu lancer quelques petites piques pour ces gens-là parce que ce qu'ils nous présentent n'est pas quelque chose d'acceptable. Maintenant, à part l'histoire de la théorie de la conspiration et le fait qu'elle représente un élément fondamental dans l'approche de Hizb ut-Tahrir, on va revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est que ce qu'on appelle l'islam politique, si, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a eu deux éléments importants à prendre en considération. La première question centrale auquel ont été frappés les musulmans, c'était le démantèlement de l'Empire ottoman en 1924, c'est-à-dire la couronne qui a été brisée, et la création de l'État d'Israël sur la terre de Palestine, qui a été vécu comme un couteau dans le corps du monde musulman, tant la symbolique que la réalité et la dureté et la sauvagerie dans laquelle cette réalisation a eu lieu. Donc ce sont deux éléments qui ont motivé en quelque sorte la naissance de ce mouvement politique qui, en s'appuyant sur la conception islamique, veut représenter une alternative ou préparer une relève pour le monde musulman, arabo-musulman, parce que, on va revenir, les frères musulmans, c'est une association qui a été créée en 1927, certains disent 1928, par un certain Hassan el-Banna. C'est un monsieur qui était à l'époque jeune, puisqu'il est né en 1906, donc il avait à peu près 21-22 ans quand il a créé cette association.
Ce mouvement, il a pour finalité de préparer ou d'instaurer une sorte de gouvernement islamique et la réalisation par finalité, par extension, partant de l'Égypte vers d'autres nations islamiques, c'est une propagation d'idées qui finira par créer, comme je vous ai dit la dernière fois dans la présentation, la khilafa. C'est-à-dire la finalité, c'est le gouvernement en tant que pouvoir centralisé, mais sous la coupole islamique d'une gouvernance d'un khalifa. Bon. Donc, les frères musulmans ont eu naissance à partir de cette organisation, comme je vous ai dit, de Hassan el-Banna. Hassan el-Banna, il est né en 1906, il a créé cette association en 1927-1928 et il est mort assassiné en février 1949. Il n'a pas vécu longtemps, mais il a eu un impact important dans l'initiation de ce mouvement qui a pris de l'ampleur et qui s'est propagé dans l'ensemble des pays musulmans. Il n'y en a pas à peu près un pays musulman où il n'y a pas des frères musulmans. C'est un tout petit peu généralisé. Et je dis cela comme c'est le cas aussi de Hizb al-Tahrir, le Parti de libération, aussi, qui a une représentation un peu partout dans le monde musulman. Il y a aussi dans cette mouvance un tout petit peu réformiste un autre parti, mais je ne l'aborde pas de la même importance parce qu'il est resté local. Ce qu'on appelle la Jama'a Islamiyya, qui était en Pakistan et qui a été créé par un certain Abu al-A'la al-Mawdoudi. Ça, c'est une association qui a eu les mêmes aspirations de créer le khilafa, mais qui est restée sur un plan local, elle ne s'est pas propagée. Donc, le Hizb al-Tahrir et les frères musulmans se sont propagé dans tout l'ensemble du monde musulman, alors que le Jama'a al-Islami est resté un peu local, hein, géographiquement, elle a concerné un tout petit peu le Pakistan, l'Inde et l'Afghanistan. Donc elle est restée sur un milieu un peu hindou, bon, dans cette région-là. Il n'y a pas eu une propagation. Pour revenir à les frères musulmans, donc c'est un parti qui a connu une certaine évolution. La première stratégie des frères musulmans était d'éduquer le peuple pour qu'il ait une conscience islamique qui pourra préparer une alternance et un gouvernement musulman. Maintenant, les méthodes et les stratégies, les tactiques et les stratégies ne sont pas totalement uniformes. Par rapport à la réaction des pouvoirs en place, les frères musulmans ont toujours été des opportunistes. Ils ont réagi d'abord en essayant de se protéger par la clandestinité à des moments, en faisant des compromis avec les pouvoirs en place à d'autres moments, en faisant aussi de la conspiration, que ce soit dans le cadre de l'armée, que ce soit aussi en essayant d'éliminer des personnalités, des juges, des imams ou des ministres à des moments de l'histoire. Ils ont utilisé les attentats contre ces personnes. Donc, c'est un parcours un peu compliqué pour le saisir dans son ensemble. Pourquoi? Parce que les années où les frères musulmans ont vécu sous la tutelle anglaise n'est pas la même période qu'avec la Révolution et avec Nasser, par exemple, et avec Sadat après, et avec Moubarak après, donc ils n'ont pas eu le même comportement. Sous l'occupation anglaise, la première grosse affaire qui a été à gérer, c'était la création d'État d'Israël. Les partis musulmans, de ce qu'on appelle les frères musulmans, ont dépêché quelques troupes pour combattre l'instauration de cet État étranger qui vient s'installer sur la terre de Palestine. Et en cela, il y a eu, de la part du gouvernement
égyptien qui était sous tutelle anglaise des difficultés relationnelles. Il ne faut pas oublier aussi que Hassan el-Banna, quand il est mort dans une sorte de confusion. Pourquoi? Parce que certains disent que c'est le roi Farouk qui l'a tué à l'époque, et d'autres qui disent que c'est un règlement interne aux frères musulmans sous l'impulsion ou sous le commandement de Hassan al-Othmani, qui était Hassan al-Haribi, qui était le remplaçant de Hassan al-Banna après sa mort. Donc cette question reste toujours à revoir, à méditer et à vérifier. Le plus important, c'est de dire que à travers le parcours des phases organisationnelles des frères musulmans et leur stratégie qui consiste à prendre le pied dans la société, à faire du travail qualitatif, à faire de ce qu'on appelle des missions sociales, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans les aides aux pauvres, aux nécessiteux, que ce soit dans le vecteur religieux qui leur était offert, qui sont l'ensemble des mosquées de l'Égypte. Ils ont impacté la société et donné une certaine crédibilité à leur travail. Et ils ont tout le long les années 70, 80, 90, jusqu'au long 2000, la première dizaine des années 2000, œuvré pour s'implanter sur le plan social en Égypte et pour essayer un tout petit peu d'avoir de la crédibilité au niveau de la sympathie populaire et la préparation de la relève. Ce qui a été à peu près fait par les frères musulmans qui étaient en Égypte, mais un peu partout dans le monde arabe et musulman, là où les frères musulmans ont œuvré ou ont été opérationnels dans ces pays-là, que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Syrie, en Jordanie, même à un moment où ils fouillaient Abdel Nasser, Jamal Abdel Nasser, ils ont rejoint l'Arabie Saoudite et ils ont formé en Arabie Saoudite une sorte de pôle d'influence, que ce soit sur le plan universitaire, que ce soit sur le plan social. Et l'Arabie Saoudite, elle a pu un tout petit peu les couvrir, les soutenir et les contenir parce qu'à un moment ou à un autre, ils sont devenus une menace pour l'Arabie Saoudite. Donc, les frères musulmans, c'est un mouvement, d'abord, il est un peu international, c'est un mouvement politique essentiellement, et c'est un mouvement qui a pour, comme on dit, référence idéologique, quelques auteurs qui étaient des modernistes, entre guillemets, qui sans s'attarder trop là-dessus, les énumérer très personnellement. Il y avait Jamal el-Din Afghani, il y avait Mohamed Abda et il y a Rachid Reza. Donc ces trois auteurs qui représentent ce qu'on appelle le renouveau de la civilisation islamique, ceux qui pensent et sont convaincus que la déchéance, le sous-développement, l'état de délabrement dans lequel est le monde musulman est dû à une sorte de laisser-aller, à une répétitivité, une sorte de sclérose religieuse, à un endormissement en quelque sorte sur le plan intellectuel, et il fallait reprendre l'initiative et initier des mouvements un tout petit peu intellectuels, économiques, scientifiques, pour réinstaurer dans la nation musulmane une sorte de créativité, une sorte d'accumulation de richesses intellectuelles et économiques pour pouvoir se mettre en phase avec l'évolution historique du 19e siècle et rattraper le retard de la révolution industrielle et de l'avancée du monde occidental, entre guillemets, dans cette concurrence civilisationnelle.
Donc pour dire que de premier abord, les frères musulmans et Hizb ut-Tahrir par extension ont cette aspiration à renouveler la civilisation musulmane par une approche un tout petit peu moderniste. Les fondements idéologiques, c'est-à-dire l'assise religieuse sur laquelle il s'appuyait l'ensemble de ces gens-là, c'était des références des écoles un tout petit peu traditionnelles. Il y a un peu de soufisme, c'est-à-dire soufia, on va dire des gens qui avaient une sorte de considération spirituelle dans leur démarche et le fait que le musulman doit être sur le plan de la discipline, du comportement, de la rigueur. Il faut qu'il soit quelqu'un de bon, de généreux, socialement dans une sorte d'exemplarité. Et sur le plan de la doctrine, c'est-à-dire doctrine religieuse, ils étaient un peu sur les trois écoles, hein, que ce soit des Shafi'ites, des Malikites ou des Ahnaf, des Abu Hanifa. Ils n'étaient pas des Hanbalites ou des Wahhabites, parce que ça concerne une autre mouvance et un autre parcours qu'on va voir avec les Wahhabites. On parle bien là de gens qui sont d'inspiration sunnite, mais des trois autres écoles. Et sur le plan du comportement ou de ce qu'on appelle les pratiques sociales, ils étaient d'inspiration un tout petit peu soufi, que ce soit Jamal ad-Din Afghani, que ce soit Mohamed Abda. Il n'y a que Rachid Rida qui vient un tout petit peu du Liban, et il est chiite. Et il appartient même à la famille du prophète. Donc il n'y a que ce personnage qui est dans une sorte de modernité, mais qui vient du chiisme. Et il a totalement, dans cette participation au renouveau de la civilisation islamique, son côté chiite n'apparaît absolument pas. Il n'était pas dans une sorte de distinction de querelle religieuse. Il était dans une sorte de recherche de sauver la nation musulmane de son retard, de son sous-développement, de ses problèmes économiques de l'époque et politique, et l'amener à l'émancipation et au progrès. Donc, est-ce que ce projet l'a réussi, n'a pas réussi? C'est là où est toute la question, puisque ces gens-là sont partis en laissant la main à des mouvements politiques qui se sont représentés, comme je vous ai dit, avec les Frères musulmans et le Hizb ut-Tahrir. Malheureusement, ces mouvements qui ont pris beaucoup de temps à percer et à avoir un tout petit peu la voix, pour une raison simple, c'est que dans le monde des années 50, 60, après la libération des nations et la décolonisation, après le départ des puissances coloniales traditionnelles qui sont essentiellement la France et l'Angleterre, il y a eu une sorte de nationalisme qui s'est un tout petit peu propagé, qui a créé un mouvement national un peu partout dans le monde, que ce soit en Inde, que ce soit dans le monde arabe, dans le monde africain, qui a fait qu'il y a une naissance de mouvement nationaliste. Donc ce mouvement, il a pris une trentaine d'années à montrer ses limites. Après cette mouvance-là, et avec cette mouvance-là, il y a eu quelques expériences un peu bureaucratiques, pour ne pas dire un peu socialo-bureaucratiques, qui se sont déroulés dans le monde arabo-musulman, tels que ceux qui sont au sud du Yémen, tels que ce qui s'est produit en Algérie, avec Boumedienne, et ce qui s'est passé avec les deux approches socialistes, entre guillemets, des deux Ba'ath, ceux de la Syrie et de l'Irak aussi. Donc pour ne pas prendre beaucoup de temps dans cette affaire, les musulmans politiques n'ont pas pu percer parce que les pays qui sont sortis de la colonisation ont donné sa chance à des élites qui se sont présentés comme des patriotes, des nationalistes, etc. Et, tout. Et l'option musulmane n'était pas à l'ordre du jour. Un point important, il faut le rappeler ici d'une manière très importante, c'est le fait que c'est une évidence. Pour le monde musulman, l'option islamique est à l'ordre du jour. Et à mon sens,
le monde musulman va vivre les mêmes expériences de choc que le monde européen avec la chrétienté au XVe siècle. C'est juste vers la sortie du Moyen-Âge et le fait de voir que la religiosité ne peut pas être une solution pour la modernité ou pour les aspirations futures des gens qui veulent se libérer. Les musulmans, pour comprendre cela, ont besoin d'expérience. Il faut qu'ils se brûlent avec cette expérience pour comprendre que la politique avec l'islam ne marchera pas. L'islam politique ne pourra pas représenter une solution. C'est-à-dire associer le terrestre, le vécu, l'ordre naturel, humain, avec les convictions religieuses, avec l'ordre divin, ça ne pourra pas marcher. Mais pour cela, il faut qu'ils s'en convainquent, il faut qu'ils passent par quelques traumatismes. Les traumatismes qu'ils sont en train de vivre là actuellement, c'est un révélateur. Dans le mouvement de l'histoire, c'est une nécessité pour que les musulmans n'aient pas dans leur inconscient cette option qui est perdue. Il faut qu'ils soient brûlés par cette expérience pour comprendre que l'islam, il est bien quand on le pratique, il est bien quand on le vit en tant qu'individu dans sa relation avec le divin, mais quand on le partage comme ordre social, politique, économique, ça ne marchera pas. C'est clair, c'est net. On s'arrête sur ce point.